Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Jean-Paul, je sais que tu vas nous parler de Valéry Giscard d'Estaing. Oui, évidemment, ça va de soi, puisque l'on a appris hier soir aux alentours de 23h que l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing était décédé de suite du Covid-19. Alors, il faut savoir que depuis déjà le 14 novembre dernier, il avait dans un premier temps été hospitalisé pour des complications cardiaques et pulmonaires. Et donc, à la suite de cela, il était sorti de l'hôpital et était retrouvé dans son, dans son hôtel particulier situé dans le 16e arrondissement de Paris. Et semblerait-il que c'est hier soir, aux alentours de 22h30, 23h, heure locale, qu'il est décédé. Alors, donc, comme aujourd'hui on parle évidemment d'histoire, on va revenir sur la biographie de Valéry Giscard d'Estaing. Alors, qui est-il ? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un ancien président français. C'était le 3e président de la 5e République, le 20e président de l'histoire des républiques françaises. Parce qu'il y a eu plusieurs républiques, de la première à la 5e. Donc, il a été élu en 1974. C'est quelqu'un déjà qui a, quand il arrive au pouvoir en 1974, il bat celui qui va lui succéder en 81, à savoir François Mitterrand. Et donc, en 74, c'est quelqu'un disons, du début de sa carrière, même pas du début de sa carrière, on pourra dire quand il a commencé sa vie professionnelle et même sa vie académique, c'est quelqu'un qui a toujours connu du succès. D'abord, il faut savoir qu'il est né en Allemagne, d'une famille aristocratique française qui a beaucoup investi dans les finances, et donc c'est une famille bourgeoise française, et donc il va avoir quand même, il faut le reconnaître, une enfance dorée. Et donc cette enfance-là va être également auréolée par des études très brillante. Il est diplômé de l'école polytechnique de Paris et de l'ENA, où il sortira inspecteur principal des finances. Donc, tous ceux qui ont appris avec nous ont toujours dit qu'il a toujours été parmi les meilleurs sur le plan scolaire. Et donc, tout naturellement, quand il sort de l'ENA, il commence sa carrière aussi tout aussi brillante au ministère des Finances français. Donc, quand il commence sa carrière, il faut également pas oublier qu'en 1943, il s'engage dans la résistance française et il sera pilote de char. Et donc, il va même combattre de manière héroïque en 1945. Il va être parmi les premières troupes françaises à arriver à Berlin. Il va arriver notamment à Berlin 4 jours avant le suicide d'Adolf Hitler. Ensuite, il aura été blessé et il sera même décoré croix de guerre à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, au sortir de là, il va reprendre ses études, tout aussi brillantes, comme je l'ai dit, et il va commencer sa carrière rapidement au ministère des Finances. Et là, il va gravir aussi rapidement les échelons, puisque lorsqu'il est nommé ministre des Finances pour la première fois, il est ministre délégué aux Finances sous le général de Gaulle. Il n'avait même pas 43 ans. Et lorsque son successeur, Georges Pompidou, le nommera également au gouvernement, toujours au poste de ministre des Finances, il avait 45 ans et il était le plus jeune ministre des Finances de l'époque. Et c'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Et donc, à partir de là, c'est lorsqu'il devient ministre des Finances, très jeune ministre des Finances, que les Français vont véritablement le découvrir. Et donc, lui, il a une obsession, c'est de ne pas passer à côté de l'histoire. Il veut faire partir de l'histoire. Et donc, en ce sens, il va essayer également d'apporter un vent de modernité dans la société française. Et pour ça, il va s'inspirer de ce qui se passe aux États-Unis. Il va être le premier à amener de la communication au sein de la politique, comme le faisaient quelques années auparavant, par exemple, les Kennedy aux États-Unis. Il va être le premier, parce qu'il faut savoir que jusqu'à Valéry Giscard d'Estaing, les hommes politiques en dehors du cadre officiel étaient des gens qui se cachaient sur le plan personnel. Donc, il était difficile de voir des hommes politiques dévoiler au grand public une facette de leur personnalité, notamment cette facette qui est liée à l'intime, au privé. Donc, on voyait rarement, par exemple, les hommes politiques en présence de leurs femmes ou de leurs enfants. On voyait rarement des photos où ils organisaient des fêtes. On voyait rarement des photos d'eux en vacances ou des choses comme ça. Et Valéry Giscard d'Estaing donc va venir casser ce code-là
en changeant la communication, en changeant l'image, la perception que de l'image des hommes politiques vis-à-vis des Français, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, et c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui, il y a une très forte distanciation en termes d'image entre les hommes politiques et le peuple. Et donc lui va s'atteler d'abord dans un premier temps à casser cela. Et donc lorsque Georges Pompidou décède subitement en 1974, il décide évidemment de saisir cette balle, il décide de saisir cette opportunité du destin pour se lancer évidemment dans cette campagne présidentielle. À l'époque, il avait pris la tête d'un jeune parti qu'on appelait l'Union démocratique française, donc l'UDF, et donc c'est un parti de centre droit et il va donc s'atteler à essayer de concentrer autour de lui ce qu'on appelle la droite, la démocratie chrétienne, donc cette espèce de droite conservatrice chrétienne là d'une part, et puis aussi le centre-gauche. Et donc là, il va remarquablement s'y atteler en faisant quoi? En jouant justement sur son image, en disant que, étant donné qu'il est jeune et qu'il a en face de lui une personnalité telle que François Mitterrand, qu'il va qualifier être une personnalité de l'ancien temps, il va donc opposer à chaque fois, si tu veux, la modernité qu'il incarnait avec l'ancien temps qu'il va opposer, enfin qu'il va faire croire aux Français que c'était celle qui était incarnée par exemple par François Mitterrand. Et donc, il est élu pour la première fois président de la République en décembre 1974 et il prendra ses fonctions en janvier 1975 grâce notamment aux voix de Jacques Chirac. Jacques Chirac qui va décider de rallier évidemment Valéry Giscard d'Estaing pour le second tour de cette élection présidentielle parce qu'évidemment, lui étant de droite et étant donc de même sensibilité politique, il va donc tout naturellement pencher pour Valéry Giscard d'Estaing. C'est ce qu'il dira. Mais par la suite, on comprendra que évidemment, il y avait d'autres calculs politiques par derrière. Et puis lorsque donc Valéry Giscard d'Estaing arrive à l'Élysée, il évidemment décide de changer les codes même l'intronisation à la fonction présidentielle. Il va, par exemple, arriver pour la première fois à l'Élysée à pied, au lieu d'être transporté dans un véhicule décapotable, passer en revue un peu les foules et arriver à l'Élysée, il va arriver à pied et une fois qu'il prend ses fonctions avec son épouse Anémone, ils vont décider de changer, si tu veux, à changer la décoration de l'Élysée. Ils vont pour la première fois introduire par exemple des meubles ou des objets d'art contemporain au sein de l'Élysée et même certains puristes prenaient ça comme étant un véritable crime de lèse-majesté, mais évidemment lui il tient à insuffler cette modernité là jusqu'au bout. Et donc durant son mandat, il va donc tenter d'insuffler d'autres réformes sociétales, donc deux qui sont restées dans l'histoire. La première, c'est l'abaissement de la majorité qui passe de 21 à 18 ans. Et puis la deuxième, et qui est la plus emblématique, c'est la légalisation de l'avortement. Et là, c'est particulièrement important puisque lorsqu'il lance cette réforme de la légalisation de l'avortement en 1975, il n'est pas soutenu par la grande majorité de l'opinion publique française et même de la classe politique française qui estime que parce que les Français sont dans leur très grande majorité des chrétiens et donc à l'époque fortement, très fortement même, voire même viscéralement opposés à toute forme de légalisation de l'avortement, il va s'atteler avec son premier ministre de l'époque, Jacques Chirac, et celle qui rentrera aussi dans l'histoire comme étant la femme qui a porté justement cette réforme-là devant l'Assemblée nationale, à savoir celle qui était en charge de son ministère de la Santé, Simone Veil. Cette femme-là va se batailler face à une classe politique déjà très largement dominée par les hommes et donc très largement opposée à toute forme de légalisation de l'avortement, mais soutenue par son premier ministre Jacques Chirac de l'époque et Valéry Giscard d'Estaing qui lui va faire de cette réforme-là une réforme emblématique de son septennat. Elle va parvenir, ils parviendront à convaincre les Français et à faire passer évidemment cette loi-là. Et c'est cette loi-là qui fait partie maintenant du paysage politique et social français
et qui est, si on demandait aujourd'hui aux Français, quel que soit le bord politique, quel que soit le genre, de supprimer, de revenir à l'ancien système d'une pénalisation de l'avortement, personne dans la société française aujourd'hui ne pourra accepter ça. Mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, c'était quelque chose de tout à fait inédit et de tout à fait inouï. Mais malheureusement pour Valéry Giscard d'Estaing, il va faire face à un autre problème, c'est que là, il va être battu et là où il ne va pas avoir les résultats escomptés, c'est notamment sur le plan économique. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'il arrive en 1974, eh bien, on est à la fin du cycle des 30 glorieuses. Vous vous rappelez ces 30 années consécutives de croissance ininterrompue. Et donc, à partir de 1974, il va y avoir le premier choc pétrolier et là, ça va marquer un premier coup d'arrêt dans le développement, évidemment, dans la croissance économique française. Et donc, à partir de là, il n'aura pas la capacité de redonner de la vigueur à l'économie française parce qu'évidemment, un certain nombre il va y avoir dans sa vision un trop grand dirigisme sur le plan économique parce que c'est normal, il avait ce réflexe-là qu'il avait acquis de sa formation d'inspecteur des finances de l'ENA. Et donc, c'est également aussi le fait qu'il ait manqué d'ambition sur le plan international et puis, troisièmement, il va être plombé également sur le plan de politique intérieure par notamment l'affaire des diamants de Bokassa. Et donc, cette affaire-là, qui aurait pu être gérée de manière très rapidement et très banal sur le plan de la communication, mais le fait qu'il va s'arc-bouter sur le fait de ne pas vouloir répondre ou ne pas vouloir se justifier sur des accusations qui ne cessaient d'enfler sur de supposés cadeaux en diamant qu'il aurait reçus du président centrafricain de l'époque, et bien tout ça va faire que, évidemment, en 81, il aura du mal à s'expliquer, et d'autant plus que avec le départ fracassant de Jacques Chirac en 1976, ce dernier ne va véritablement pas le soutenir lors de la campagne, lors de l'élection présidentielle de 1981, même si il, évidemment, en coulisses, essayait de lui faire croire qu'il avait tout son soutien, mais on le sait déjà aujourd'hui de par les différents témoignages qui ont été rendus par des proches de Jacques Chirac à l'époque. Le parti, le RPR de Jacques Chirac, à l'époque, pilonnait carrément la campagne de Giscard. Pourquoi ? Parce que lorsque Giscard arrive en 1974 à l'Élysée, il fait de Jacques Chirac son Premier ministre, et Jacques Chirac, qui a une plus grande expérience de terrain de politique que Valéry Giscard d'Estaing, ambitionne en réalité de prendre la main, d'avoir un véritable contrôle sur l'Élysée à partir de Matignon. Il pensait que Valéry Giscard d'Estaing n'aurait pas l'envergure de pouvoir s'opposer à lui dans le cadre de la gestion des affaires du pays. Or, c'est là où justement il va commettre une erreur, puisque lorsque VGE va arriver à l'Élysée, il va s'atteler à vouloir marquer de son empreinte son passage à la tête de la France, et surtout, il est persuadé qu'il est appelé à un très grand destin à l'image des réussites qu'il a eues sur le plan scolaire et tout au long de sa vie. Il pense qu'à l'Élysée également, il aura sur le plan politique donc ces mêmes résultats. Et donc pour cela, il estime que Jacques Chirac n'est pas la personne idoine pour lui donner des conseils ou lui dire quoi faire. Et donc c'est à partir de là que les deux hommes vont se brouiller. Et donc Jacques Chirac, qui lui aussi ambitionne d'arriver à l'Élysée, va donc décider de raccourcir le temps de présence de Valéry Giscard d'Estaing à l'Élysée, parce qu'il se dit qu'en éjectant Valéry Giscard d'Estaing de l'Élysée, une fois que François Mitterrand viendra en 88, lui pourra le battre de manière de le battre facilement, et en 88 il pourra être à l'Élysée. Donc c'est le calcul que Chirac avait fait à l'époque. Donc il va en coulisses s'atteler à saboter la campagne de son allié, et donc une fois que Valéry Giscard d'Estaing quittera à l'Élysée en 81, Chirac va donc s'atteler maintenant à mettre en place le mécanisme, la grande machine politique en vue de le préparer à l'élection de 88, et on sait tout ce qui s'est passé en 88. Il sera également battu par François Mitterrand. Mais une fois que les résultats tombent et que Valéry Giscard d'Estaing comprend que inéluctablement le grand destin qu'il pensait lui avoir été promis par les dieux n'allait plus se réaliser, puisqu'il n'a pas pu se réélire pour un second mandat à l'élection présidentielle, il va d'abord dans un premier temps sombrer dans une forme de dépression, parce que pour lui, il était persuadé que François Mitterrand ne pouvait pas le battre, puisqu'il avait battu une première fois en 1974, et donc lui ne voyait pas, il ne comprenait, pour lui il n'avait absolument aucune chance de pouvoir perdre une seconde fois face à François Mitterrand.
Or, c'est ce qui s'est produit. Donc, ensuite, il va dans un premier temps s'atteler à vouloir refaire le sens inverse, c'est-à-dire reprendre en main le parti en vue de mettre en place toute la reconquête qui allait lui permettre de revenir au premier plan de la politique française. Et même là, malheureusement, il va connaître là aussi des déboires, même si facilement il va reprendre il va reprendre la main sur l'UDF, son parti. Il va même se faire réélire d'abord au niveau du conseil régional de l'Auvergne et même il sera également élu député du Puy-de-Dôme. Mais par la suite, il n'aura pas la capacité de refaire de l'UDF ce grand parti centriste-là qui devait lui permettre de revenir sur les premiers temps de la scène politique française, étant donné que, évidemment, il y avait un certain Jacques Chirac et un certain François Mitterrand qui étaient passés par là. Donc, il va abandonner cette idée-là de reconquête nationale et donc il va s'intéresser à la construction européenne. Et là, il va se lancer cœur et âme dans la rédaction de la Constitution européenne. Mais c'est cette Constitution européenne, il ne faut pas l'oublier, qui sera rejetée en 2014 par le non en France parce qu'ils estimaient que cette Constitution européenne la dépouillait trop les États de leur attribut de souveraineté et que si on laissait les États à la solde de l'Union européenne, et bien cette Union européenne qui est à la solde des puissants, donc des grandes entreprises, des multinationales, et ben il est hors de question que évidemment cela puisse se porter. C'est dans cet esprit-là que malheureusement la plupart des populations européennes ont perçu cette proposition de constitution européenne là. Et donc le fait que la France ait très largement voté à plus de 53-54% le non à cette constitution européenne va sonner comme étant un deuxième coup sur la tête de Valéry Giscard d'Estaing, qui va donc là abandonner également ses ambitions-là sur le plan européen et donc va se lancer dans une forme de consultant un peu international qui faisait des conférences un peu partout à travers la planète, des conférences qui étaient bien évidemment bien rémunérées, jusqu'en 2003 où il sera admis à l'Académie française en remplacement d'un certain Léopold Sédar Senghor. Et donc, voilà, donc le 11 décembre 2003, il arrive au sein de l'Académie française. Et il faut savoir que Valéry Giscard d'Estaing est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un ouvrage romanesque dans lequel il raconte l'histoire d'un président, d'une idylle secrète entre un président et une princesse anglaise. Bien évidemment, les gens ont fait le rapprochement en pensant qu'il s'agissait peut-être que Valéry Giscard d'Estaing aurait eu une romance avec Lady Diana. Ça n'était rien, c'est totalement faux. C'était juste une fiction. C'était juste une fiction. D'autres disaient que, évidemment, il ne faut pas l'oublier que Valéry Giscard d'Estaing, en tant que président, avait reçu Lady Diana, notamment lors d'un dîner officiel à l'Élysée. Donc les gens disaient que peut-être que c'était à partir de ce moment-là qu'il était secrètement peut-être amoureuse de Lady Diana. Et puis, c'est la raison pour laquelle il a écrit ce roman. Bon, bref, ça ne regarde que les auteurs de ces spéculations-là. Donc, à partir de là, il va mener une vie de consultant et une vie d'académicien jusqu'à, évidemment, son décès, comme nous l'avons appris hier aux alentours de 23h. Donc, c'est une personnalité politique importante de l'histoire de la Ve République qui disparaît parce que, à mon sens, elle a participé à la réforme de la société française, notamment avec la légalisation de l'avortement. C'est quelqu'un qui aura travaillé aussi, il ne faut pas l'oublier, à la construction européenne, notamment à travers le rapprochement avec l'Allemagne. Il faut savoir que Valéry Giscard d'Estaing avait travaillé avec Helmut Schmidt, qui était le chancelier de la RFA à l'époque. Ils ont travaillé ensemble, main dans la main. Et c'est grâce à ces deux hommes-là qu'il va y avoir, si on peut considérer comme étant, comme une consolidation de ce qui deviendra par la suite l'Union européenne. C'est à partir justement de l'alliance entre la France et l'Allemagne que va se construire tout autour l'Union européenne. L'Union européenne telle que l'on la conçoit aujourd'hui. Et Valéry Giscard d'Estaing, même à propos de l'Union européenne, disait par exemple qu'il était contre l'idée que l'Union européenne ait la taille qu'elle est aujourd'hui. 27 États, pour lui, c'était trop. Et que le fait qu'on ait eu plus de 10 États, parce que lui, il espérait, selon lui, l'Union européenne ne devait pas dépasser 10 États, parce qu'avec 27 États, il est difficile de mettre en place des mécanismes qui puissent permettre un fonctionnement harmonieux. Et il faut savoir qu'il n'a pas totalement tort, parce que lorsque l'on regarde des problèmes liés, par exemple, à la migration, les problèmes liés à l'environnement, les problèmes
liés aux finances, notamment le dumping fiscal, des problèmes liés également à la défense européenne. Toutes ces questions-là ont du mal à se mettre en place parce qu'évidemment, à 27, il est plus difficile de se mettre d'accord sur ces points-là que si vous êtes à 10. Donc, pour lui, par exemple, c'est une grosse erreur que l'Europe a faite de s'élargir et prendre cette taille-là. Mais bon, tout ça maintenant, aujourd'hui, fera partie du passé et fera partie de l'histoire de l'homme. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur la vie de Valéry Giscard d'Estaing ce matin dans le DaFresh Morning. Restez connectés. DaFresh Morning.